Je ne peux pas manger à moins d'être assis sur les genoux de la guerrière extraterrestre. J'espère que vous profitez de votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette histoire. Il ressentit immédiatement le frisson, brutal et aigu et implacable. Sortant du congère, Hank Dresden sentit le vent déchirer les coutures endommagées de sa combinaison de vol. Le petit navire de reconnaissance qu'il avait commandé Drifter gisait en ruine, à l'horizon vide comme la carcasse d'un animal éteint. La fumée s'élevait langoureusement des débris dérivant vers un ciel gris, ardoise impitoyable. Définitivement contusionné et probablement brisé, Hank grimaça, alors qu'une douleur lui transperçait les côtes. Avant cela, il périrait de froid. Tombant en avant ses bottes, crissant sur la glace, il s'agrippa fermement le flanc ensanglanté avec une main gantée. La dernière surtension avait désactivé le balise d'urgence. Il serait seul avec le vent et les doigts glacés de la mort. Personne ne viendrait à son secours. Il n'avait aucun souvenir de s'être évanoui. Sa vision se réduisit à une petite piqûre alors qu'il plongeait tête la première dans la neige, interrompant brusquement son élan. Il sentit un voile de tranquillité se refermer sur lui. Il perçut ce qui ressemblait à des pas. Délibérément silencieux, sans signe de pas de pattes. Peu après, un faible grondement se fit entendre. Il était moins agressif et plus curieux. Alors qu'il était soulevé, le monde autour de lui semblait s'estomper et réapparaître. Des membres puissants enveloppés de fourrure épaisse embrassant chaleur et mouvement. Une longue foulée offrait une stimulation rythmique constante à son corps. L'obscurité engloutit la question et il avait envie de se battre pour découvrir qui ou quoi le portait. L'arôme de la fumée de bois et de la viande rôtie était présent lorsqu'il s'est réveillé. À la lumière tamisée du feu, il plissa les yeux et vit ce qui semblait être une hutte doublée de fourrure construite à partir d'énormes peaux d'animaux, d'os et d'un travail brut mais précis. Sur les murs, des ombres flottaient. En se redressant, il grogna et sut immédiatement qu'il n'était pas le seul. Une silhouette imposante aiguisait une lame courbée qui avait l'air menaçante alors qu'elle était assise en face du feu. Avec ses oreilles de renard dressées sur sa tête, son long pelage blanc ondulant sur son corps et ses magnifiques yeux violets fixés sur lui, comme s'il était à la fois une proie et un mystère, elle jeta un rapide coup d'œil dans sa direction. Ce n'était pas une barbare. Chaque mouvement qu'elle faisait de sa prise sur la lame à son langage corporel dégageait une menace calculée. « Tu vis !» déclara-t-elle simplement, sa voix rauque et profonde mais définitivement féminine. « Ha ha !» murmura Hank dans le microphone. « Je suppose que tu peux être remercié. » Elle haussait un sourcil. « Tu es descendu des cieux. C'était la piste de feu que j'ai trouvée. Il a prétendu que j'avais eu un accident. Panne des composants mécaniques. Tu serais péri. Le monde est cruel. Oui, je l'ai fait. » Sans effort, elle a grimpé et traversé le foyer. Juste au moment où il s'apprêtait à s'opposer, elle s'est agenouillée, l'a pris dans ses bras, comme s'il était une plume, et ses racèses le berçant sans effort sur ses genoux. Son étreinte était à la fois forte et étrangement tendre, ce qui fit sursauter Hank, et le rendit nerveux involontairement. Elle le déplaça un peu, tira sur le gros manteau de fourrure qui les entourait, puis elle alla chercher un bol près du feu. Il demanda « Que diable fais-tu ?» tout en se tenant à peine. « Je soutiens mon partenaire », répondit-elle sèchement. « Fais-moi confiance, je ne pèse pas lourd. Qu'est-ce qui nous empêche? Préserver, c'est revendiquer. Quand je t'ai porté, tu n'as pas fait de chichi. Une étreinte chaleureuse, c'est quelque chose que tu peux supporter. En ce moment, tu as besoin de faire le plein. Alors voilà le marché. » C'était réconfortant. J'étais complètement inconscient. Un peu de ses dents était visible. Pas un grognement, mais une affirmation d'autorité. « Rassurez-vous, vous avez survécu. »« Ouais, c'est tout. » Il était impatient de répliquer. Son corps avait d'autres plans, même si son esprit et son âme lui disaient de se battre et de reprendre le contrôle. Elle pressa le bol contre ses lèvres, tremblante d'épuisement et incroyablement affamée. Elle a pris la soupe épaisse et l'a placée sur ses lèvres quand il ne bougeait pas assez vite. Elle le nourrit et Hank l'a laissé faire à contre-cœur. Le bouillon était d'une saveur inhabituelle avec des morceaux de viande qu'il ne pouvait pas identifier et un assortiment d'herbes étranges. Comme c'était excellent, il le méprisait. Son genou chaud était quelque chose qu'il méprisait. Malgré tous les signaux d'alarme qui retentissaient en mordant dans ses pensées, il détestait à la façon dont son corps se détendait contre le sien. Entre deux bouchées, il murmura « Personne ne m'accepte, ni ici ni ailleurs. Tu m'acceptes maintenant, je t'ai marqué de chaleur. La tribu le verra. » « Quelle tribu ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil vers l'ouverture de la tente. Elle pointa la bannière de os qui se balançait à l'extérieur faite avec soin. « Nous, peuples nomades, suivons les saisons en tant que chasseurs. Notre terrain de chasse était le lieu de votre crash. Cher Whiteclaw, je m'appelle Oralia. Personne ne peut te faire de mal. » Bien que je lui ai demandé directement si elle me toucherait, elle a mis un moment à répondre. Au lieu de l'étonnement ou du calcul, ses yeux violets scrutèrent les siens. « Le temps te le fera désirer. »
Tu as du pouvoir et de l'intelligence. Quand j'ai remis tes os en place, tu n'as pas crié. Qu'est-ce que tu m'as fait de plus pour que je me pose des questions? Ta blessure est maintenant guérie. Vous avez eu besoin de points de suture. Maintenant tu dors pour 2 tours. Incrédule, Hank se pencha légèrement en arrière. Une période de 14 heures. Pendant 2 jours tu m'as bercé sur tes genoux, à moins que tu ne sois en train de manger de guérir ou de t'asseoir sur un feu. S'asseoir sur le feu, elle hocha la tête avec gravité. Le guerrier sert ce qu'il défend. Combattre sur les lignes de front. Environnement confortable. Les fantômes s'en éloignent, tombe main. Quand ses oreilles se mirent à bouger avec satisfaction, il regretta instantanément de l'avoir admis, mais c'était étrangement apaisant. « Je ne suis pas ton animal de compagnie cependant. » Elle proclama « Tu n'es pas un animal de compagnie », avec un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Tu es poursuivi, quelque chose est différent. » Il laissa échapper un grognement agacé. « Je ne vais pas être autorisé à manger seul, n'est-ce pas? Non. » Des voix grondantes gutturales, mais non agressives, résonnaient à l'extérieur. Alors qu'il faisait les 100 pas entre les tentes et les foyers, Hank aperçut d'autres bistkins tous couverts de fourrure et aux larges épaules. Curieusement, quelques-uns en regardaient à l'intérieur. Le son d'un faible grondement a été émis par l'un d'eux. Une réaction immédiate vint d'Orlia qui raidit son corps alors qu'un grondement d'avertissement résonnait dans sa poitrine. Le grondement lointain s'est apaisé. À ce moment-là, Hank comprit qu'elle était sérieuse. Elle le protégeait disant qu'il était plus qu'un simple chien de compagnie, peu importe les lois étranges de son peuple. Cela dénotait la sécurité. Elle mit le bol de côté une fois le ragoût terminé et réarrangea les fourrures qui les entouraient. Cette fois, Hank s'abstint de la combattre. Alors qu'elle l'enlaçait, la chaleur intense ressemblait plus à une étreinte protectrice qu'à un piège. « Demain, murmura-t-elle doucement, tu marches. Tu dois rencontrer le chef. Montre-leur ta détermination. Ils te mettent à l'épreuve. »« Super, dit-il doucement. Rien de tel qu'une évaluation choquante de ses performances après une expérience de mort imminente. Un rire sincère et chaleureux échappa à Oria. « Eh bien, il semble que tu possèdes le feu. » Ainsi, une puissante et silencieuse femme bête berçait Hank comme un précieux trésor alors qu'il était assis chaud et repu sur ses genoux fixant le feu. Une chose devenait de plus en plus claire, mais il ne comprenait toujours pas ce qui se passait, ni comment il avait été réclamé par une guerrière Foxared sur une planète glacée. Il n'y aurait pas d'opération de sauvetage ordinaire. Bien qu'il fût plutôt à l'aise, Hank ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Alors que les flammes s'éteignaient en une douce lumière, l'étreinte d'Oralia restait ferme. Il y avait quelque chose de très apaisant dans sa respiration lente et régulière. Mais ce n'était pas tout. Toute son éducation militaire lui enjoignait de prendre le commandement de retrouver son indépendance et de résister aux traditions bizarres qu'il avait contraintes à un mariage contre son gré. D'un autre côté, il était partiellement conscient de la menace qui se trouvait à l'extérieur de cette tente. Une tragédie s'abattit sur son navire. Il était mal préparé sans armes ni équipement et le froid pouvait tuer en quelques heures. Il ne survivrait même pas un jour tout seul. Bien qu'ils fussent rudimentaires, la tribu était bien organisée, avait des armes et aurait pu survivre dans ce désert glacé. Il n'avait d'autre choix n'est que de se plier, pour le moment s'il voulait avoir une chance de survivre assez longtemps pour quitter cette planète. Orla s'étira et bâilla alors qu'elle se déplaçait derrière lui, à la première lueur du jour, ses griffes s'étirant délicatement sur son bras. « C'est l'heure » murmura-t-elle avec une simplicité assurée. Avec un air de fragilité, elle se leva et le souleva sur ses épaules, le mettant fermement sur ses pieds. Ses jambes blessées et inutilisables le rendaient chancelant au début, mais elle ne fit rien pour l'aider à se redresser. Elle l'observait peut-être pour le tester tout en évaluant son équilibre. Hank sortit dans l'air froid, inspira brusquement, alors qu'il s'engouffrait à travers la trappe ouverte qu'elle tenait. Il pouvait bouger ce qui était éteint plus, même si ce n'était pas vraiment chaud. De l'extérieur, le camp s'étendait dans toutes les directions. De gigantesques morceaux de viande sèche sur des racks au milieu d'une pléthore de tentes en fourrure dressées autour de feux et de totems en os. Il regarde au-delà des guerriers enveloppés dans de lourdes fourrures et du cuir cousu, la plupart d'entre eux brandissant des lances ou des lames façonnées dans de la pierre noire. Sous ses pieds, la neige blanche immaculée scintillait avec seulement des traces usées par le gel pour interrompre le silence. Les enfants couraient d'une jambe à l'autre, leur rire sans filtre et rapide alors qu'ils étaient couverts de petites fourrures. Certains des gens bêtes que Hank aperçut avaient des caractéristiques oursines tandis que d'autres avaient une apparence plus féline ou lupine. Mais ce qui faisait vraiment ressortir Oralia, ce furent ses yeux violets perçants et son élégance de renarde. Les gens lui faisaient de la place partout où elle allait. Alors qu'il traversait le camp, quelques hommes bêtes firent un léger sifflement de salutation à Oralia, mais personne ne parla à Hank. Une bête aux dents ébréchées et à la crinière de fourrure grise, épaisse, s'élança pour bloquer leur chemin. « Tu t'approches du chef avec un étranger » grogna-t-il.
peau douce, sans délicat. Sinon n'a pas bougé. Nous sommes un, je peux attester de son pouvoir. La peur est dans son arôme. Juste au moment où elle s'apprêtait à répondre, Hank s'avança. J'ai une odeur qui rappelle la fumée et mon état est critique. Laissez la posture à la porte si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème. Une pause était méritée. Même lorsque le rictus du brute s'adoucit, ses pupilles se rétrécirent. Sans prononcer un mot, il gémit et s'écarta silencieusement. Où elle lui a lancé un regard qui était à moitié amusé et à moitié confus. Très bien fait. Avec ta langue vient le feu. Malgré les murmures de Hank, il avait plus que cela. Qui vais-je frapper ensuite ? Je n'ai toujours pas décidé. Dans une vaste tente circulaire entourée de poteaux en pierre sculptée, elle le guida. En entrant, on pouvait sentir l'arôme des herbes et des huiles brûlantes parmi les crânes, les os et les bois de serre qui décoraient l'entrée. Il ressentit un mur de chaleur alors qu'ils avançaient prudemment à l'intérieur. Assise sur un trône façonné à partir de ce qui semblait être la cage thoracique d'un mammoth perché au fond de la pièce, se tenait une figure féminine gigantesque plus grande qu'Auralia, son épaisse fourrure noire enveloppée d'une teinte cramoisie ressemblant à des braises en fusion. Illisible, majestueuse et primitive, c'était son expression. Elle jeta un bref coup d'œil à Hank avant de reporter son attention sur Orlaïa. « C'est l'étranger » demanda le chef d'un ton mesuré et réfléchi. Alors que le chef gronda, réclamer ne signifie pas digne. Il doit prouver. La tribu n'accepte pas les faibles, peu importe qui il réchauffe. Hank ignora la douleur dans ses côtes et avança néanmoins. Il a survécu au froid. Il a affronté les bêtes du vent. Il partage le feu, il est réclamé. Qu'est-ce que vous désirez que je démontre exactement ? Je ne suis pas ici pour jouer à la maison ou trouver un foyer pour toujours. C'est mon travail. Ma voiture a dévalé la pente. Dès que mon phare sera réparé, je partirai. Un silence s'ensuivit. La dirigeante qui était assise sur un trône au-dessus de lui se leva. Ses mouvements ressemblaient à ceux d'un prédateur plutôt qu'à ceux d'un leader alors qu'elle avançait prudemment. Dès qu'elle s'arrêta devant lui, elle tendit la main, sa griffe glissant le long du bord usé de sa combinaison de vol. « L'esprit est en toi. Compris. La confiance s'érode avec le sang, pourtant tu parles avec conviction. Prenez plutôt un terrain d'entente, essayez-le lors d'un procès par jury. Permettez-lui de se lever. » Les yeux cramoisis du chef scintillèrent. Une bataille s'ensuit alors que le soleil se couche. Juste des os pour se défendre. S'il se lève, il saignera. Il est banni du feu s'il tombe. D'accord, répondit Hank, rapidement sans réussir à se contrôler. Une autre querelle. Et les nouvelles se répandirent rapidement à l'extérieur. Un cercle avait été dégagé à l'heure du déjeuner avec la terre tassée et entouré de poteaux imposants autour du foyer central. Dans leur dialecte natif, la tribu murmurait en se rassemblant en cercle serré. Debout torse nu, Hank possédait un bouclier en forme de plateau peu profond et une dague en os courbé. De l'autre côté, se tenait un guerrier grognant musclé et couvert de fourrure brune ébouriffée. Sa mâchoire était ornée de crocs qui sortirent de ses canines et il était 2 fois plus large que Hank. Hank cependant ne montra aucune peur. Il avait survécu à une explosion de navette, avait fait la course avec des drones à travers des champs d'astéroïdes et avait combattu des pirates dans Zerog. Il démontrerait le feu s'il le voulait. Un hurlement annonça le début du combat. Les monstres se jetèrent en avant. Hank a habilement dévié sur le côté guidé par la logique plutôt que par la terreur. Sa supériorité, sa rapidité et les réactions humaines lui étaient toutes familières. Hank était tout précision, et le Beastman tout puissance brute. Bien que le premier ait effleuré son bras, le second a rouvert l'incision cousue sur son flanc. Malgré la douleur atroce, il serra les dents et roula sous l'attaque imminente, poignardant violemment la cuisse de la créature avec le couteau en os. Le monstre poussa un cri, trébucha et se retourna juste au moment où Hank frappait son bouclier de plaque contre son visage. Il y eut un rugissement retentissant de la part du public. Le regard du chef était concentré et perçant alors qu'il observait. Elle resta calme et immobile au bord, les poings serrés contre ses côtés. Une fois de plus, les monstres plongèrent vers Hank, cette fois-ci, en le saisissant par le cou. Sa tête fut projetée contre le sol tandis que des étoiles éclataient derrière lui. Cependant, Hank resta calme. Au lieu de cela, il pivota et frappa l'épaule de la bête avec la lame après avoir enfoncé son genou dans son ventre 2 fois. Serré moins fort. Il est tombé. Écraser le bord de la plaque contre la tempe du guerrier était son mouvement. Le monstre se jeta au sol. Tout suivi d'applaudissements. Avec le sang coulant le long de son flanc et sa poitrine se soulevant, Hank se leva haletant. Avant qu'il ne tombe, Orlaïa l'attrapa alors qu'il lâchait le bouclier et se retirait vers elle. Pas possessive mais fière, elle le serra contre elle. Le chef s'avança. Sa passion est contagieuse. Tandis qu'il saigne, il reste intact. Il sera accepté par la tribu, ou d'une voix basse mais assurée, il jeta un coup d'œil à Hank. Grâce à vous, ils comprennent maintenant. Andy, maintenant. Malgré l'angoisse, il a souri. Super. Suis-je à nouveau un invalide si je m'assois sur tes genoux pour manger ? Elle le conduisit de nouveau à leur tente tout en réprimant un rire amusé.
Bien que tu dînes comme un guerrier ce soir, les genoux restent les miens. Hank n'était pas sûr de s'en soucier encore malgré le fait que ce soit bizarre. Les muscles de Hank étaient endoloris partout. La douleur cependant n'était pas donnée mais méritée. Il ressentait la douleur sourde de la fatigue post-combat qui vient de se pousser trop loin mais qui parvient tout de même à survivre imprégnant tout son être. Il ne fallut pas longtemps après la fin du duel pour que la tribu commence à célébrer. Une cacophonie de tambours battant de pieds qui piétinent de puissants cris et de viande grésillant cuite sur une flamme ouverte. Avec tout ce tumulte, Hank n'était pas resté très longtemps. Orlia l'a presque attrapé à mi-chemin de son retour à la tente et l'a pris dans ses bras tout comme elle l'avait fait le jour où elle l'avait trouvé. Sans résister, il avait grogné et dit quelque chose d'incohérent avant de la laisser le porter. Quelque chose avait changé cette fois dans son toucher ainsi que dans la perception qu'avait la tribu de lui. Il n'était plus perçu comme un étranger fragile. Contrairement aux autres humains étranges, il ne pouvait pas être toléré. Il s'est battu vaillamment saignant de fierté et n'a jamais abandonné lorsque les choses devenaient difficiles. Ici, c'était plus important que les mots. Orla le coucha doucement mais solennellement à l'intérieur de la tente. Appliquant un baume épais et pinge sur la plaie rouverte, le long de ses côtes, elle utilisa ensuite un mouchoir doux et doublé de fourrure pour nettoyer le sang de sa poitrine. Hank grimaça de douleur mais resta silencieux alors qu'elle travaillait de manière calme, systématique, mais plus douce qu'auparavant. Avec des mains plus expérimentées et plus délicates qu'auparavant. Elle fixait la plaie tout le temps, mais sa queue battait derrière elle, ce qu'il reconnaissait maintenant comme un signe d'agitation. Pas de colère, de l'inquiétude. Finalement, elle a déclaré « Tu te bats bien », mais c'était plus une observation qu'un compliment. « Bien mieux que je ne l'avais anticipé », murmura-t-il. « J'ai failli avoir une fracture de la colonne vertébrale à cause de ce yéti surdimensionné. Tu étais rapide. » Rare et le rapide. Hank laissa échapper un rire édenté. Tu te souviens de ces os délicats? Ouais, eh bien, l'armure en fourrure n'est pas quelque chose que les humains possèdent. Tu es astucieuse à plus d'un égard. À ce moment-là, elle leva la tête et croisa ses yeux violets et perçants, ce qui le fit se sentir remarqué d'une manière qui n'avait rien à voir avec son besoin de survivre. Il était facilement meurtrier. Pas du tout. Il a ensuite admis, après une brève pause, qu'il avait tué auparavant. Je n'aimais pas ça à l'époque. Je ne l'aime pas en ce moment, et c'est ça le pouvoir. Incrédule, il cligna des yeux. Tuer semblait être la norme pour le respect dans cet endroit. Absolument aucun. S'inclinant en arrière, elle examina son travail en terminant de bander la plaie serrée. Ensuite, elle le tira de nouveau sur ses genoux sans qu'il ne demande rien cette fois, en enroulant négligemment ses fourrures épaisses autour de ses épaules. Sans élever d'objection, Hank expira. À cause de cela, il a décidé de mettre fin à leur dispute. Elle avait perdu tout sens d'autorité en s'asseyant sur ses genoux. Cela apportait du réconfort. La chaleur était là. C'était une connexion qui restait silencieuse et sans exigence. Elle le berçait dans ses bras comme s'il était important pas à elle de contrôler. Le tambourinement primordial et rythmique continuait à l'extérieur. Les cris de joie et le crépitement de la viande grasse sur une flamme vive lui étaient audibles. Sinon, il s'abstenait de les accompagner. Alors qu'elle restait à ses côtés, elle entourait son torse de ses bras et peut-être pour graver son toucher dans sa mémoire, faisait glisser une main griffue lentement sur sa poitrine. Des avant-postes au navire, en passant par les couchettes métalliques glacées, il avait mené une vie nomade. Maintenant, alors qu'il était enveloppé dans une fourrure extraterrestre et saisi par un guerrier aux oreilles de renard et aux yeux lumineux, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment été détendu auparavant. Pas de cette manière. Il chuchota « Depuis combien de temps es-tu chasseresse ?» Clairement pas en attente d'une réponse. « Depuis que je peux manier une lame, dit-elle. »« Si jeune, demanda-t-elle avant de hocher la tête d'un signe. Il n'y a pas de place pour la douceur dans ce monde. Ma mère était chef de chasse jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par des loups de Frostback. Elle a été remplacée par moi. J'ai fait graver mon nom sur le mât du drapeau. Défier le chef pour maintenir ma route. » Hank, blotti dans ses bras, tourna la tête pour croiser son regard. « Tu as défié le leader. » Ses lèvres se sont courbées en un sourire subtil. « Elle a brisé mon bras. Je lui ai brisé la mâchoire. Eh bien, c'était le marché. » Il a ri doucement. « Juste au moment où je pensais que c'était mauvais, j'ai survécu à un accident. Ce n'était que le début. Ton corps était droit. Pour respecter les océans de la tribu, tu as versé du sang. C'est fantastique, s'exclama-t-il. Il a même temporairement perdu son sourire. Je n'appartiens pas ici, même si vous m'acceptez comme l'un des vôtres. Mes vaisseaux ont été détruits, mais si je peux réparer le phare, quelqu'un viendra me chercher. Mon but ici était de partir. Elle resta complètement impassible, imperturbable et silencieuse. Son unique action fut un lent hochement de tête. Quand Skyfire arrivera, vous serez libre de partir. Restez au chaud, restez nourris, et blottissez-vous dans vos bras jusqu'à ce moment-là si c'est votre préférence. Il regarda l'expression sur son visage. Son ton était très sérieux. L'offre d'une intimité continue sans pression a été faite sans suffisance ni vanité.
Être enflammé était un signe de pouvoir, pas de faiblesse dans son univers. L'intimité servait de bouclier, pas de règle. Pour la première fois, il la voyait comme plus qu'une simple combattante extraterrestre d'une autre civilisation. Elle était une vraie personne qui avait gravi les échelons tout en conservant sa compassion. Quelqu'un qui n'avait jamais vraiment grandi parce qu'elle avait perdu sa mère et avait reçu le manteau à un jeune âge. Quelqu'un qui le traitait avec la dignité, qui venait de savoir qu'il existait. Avec un profond soupir, il posa sa tête sur son épaule. « As-tu déjà l'impression que les choses sont un peu à l'envers ?» D'un simple coup de queue, elle confirma. Nous avons monté afin de le rediriger en notre faveur. La chasse était son plan pour le lendemain. C'était inattendu. Un léger coup de coude le tira de son sommeil et elle lui présenta une épaisse cape doublée de fourrure et une lance garnie d'os malgré le fait que son flanc le faisait souffrir et que l'air glacial le piquait comme des couteaux. Elle inclina simplement la tête et maintint un regard fixe. Aucun mot ne fut prononcé. Après cela, il fit de même. Dans le silence de la forêt enneigée, ils avancèrent. Du sol émergeant comme des griffes d'ivoire se dressaient des arbres. Des ombres projetées par des branches lourdes de givre. Chaque respiration faisait mal à cause de l'air glacial. Pourtant, Hank maintenait son allure. Comme une brise sur la pierre, Oralia se déplaçait. Mortelle précise et silencieuse. Il observait ses oreilles trembler en réponse au moindre changement de direction du vent. Elle était très douée pour garder ses griffes près de sa ceinture. La sauvagerie n'était pas quelque chose qu'elle considérait comme un défi à relever. L'accompagnant, le rejoignant et l'écoutant, elle avançait. En temps voulu, ils arrivèrent à une petite zone adjacente à un ruisseau gelé. Avec la paume tournée vers le haut, elle s'arrêta et fit un geste vers la crête surélevée. Une gigantesque bête à 4 pattes, avec des dents de sabre poilues et aussi épaisses qu'un tank piétina là-bas. Comme de la fumée, son souffle irritait l'atmosphère. Alternativement, on aurait pu faire un petit mouvement vers Hank le flanqué ou faire un large détour. Elle avait foi en sa capacité à comprendre et à agir de manière indépendante. Aucune explication n'aurait pu satisfaire cela. Il se retourna silencieusement, le cœur battant. La créature laissa échapper un grognement, frotta ses griffes contre la neige et tourna juste assez pour qu'Oralia puisse lancer une attaque de lance féroce. S'enfonçant dans son épaule, il atteignit sa cible. Hank abattit sa lance depuis les bois et frappa la créature à la gorge alors qu'elle rugissait et se retournait. Peu après, la bête céda de la vapeur s'échappant de ses blessures. Allaitant, il tituba en descendant la crête. Alors qu'elle examinait le meurtre, Orlaïa se tenait déjà près du cadavre. Son sourire s'était transformé, maintenant il était plus blanc, plus aiguisé et teinté de fierté alors qu'elle le regardait. « Bon lancer », remarqua-t-elle. « Tu as desserré le bocal », remarqua-t-il avec un sourire malicieux. C'était un fou rire pour elle. Il lui fit un clin d'œil et dit « La prochaine fois, tu chasseras seul ». Elle lui lança un long regard avant de répondre « Tu veux que j'y aille en solo ?» Hank regarda alors autour de lui la forêt, la bête morte, la neige et la femme aux cheveux roux qui se tenait à côté de lui. À la fin, tu apprends, tu restes, tu te bats et tu te nourris. Et si je ne veux pas rester, dit-elle. Alors, je ne t'arrêterai pas, mais je te demanderai pourquoi. La pâle lumière du soleil filtrerait à travers la tente en fourrure chaque matin, et Hank se réveillerait pour trouver sa fourrure saupoudrée de givre et ses yeux violets pulsant de chaleur et de puissance. Il ne connaissait toujours pas la réponse, mais il raisonnait qu'il pourrait la découvrir avant que le phare ne soit réparé. Les jours suivants suivaient un schéma qu'Hank n'avait pas anticipé. Rassemblez-vous autour des genoux d'Oralia pour le souper, sa détermination inébranlable à le nourrir en premier. Puis partez en chasse ou en mission de reconnaissance avec la tribu. Son côté blessé guérit plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé en grande partie grâce à leur médecine herbacée particulière mais efficace. Il se sentait plus léger sur ses pieds, plus confiant en tenant sa lance en os. Et il s'est même battu avec des combattants plus jeunes, qui ont cessé d'esquiver leurs coups après qu'il leur ait montré qu'il pouvait en placer quelques-uns. Il était toujours un étranger, mais il n'était plus regardé comme une nouveauté par la tribu. Au lieu de cela, ils hochaient la tête, lui tapotaient de l'épaule et l'incluaient même dans le conte du soir qu'il racontait autour du feu. Oralia ne planait jamais, ni ne le traitait avec délicatesse, mais elle était toujours là, à proximité, observant, et lui offrait silencieusement ses genoux chaque soir. Chaque nuit, il se retrouvait à l'accepter sans se plaindre. Cela devenait moins une question de domination si cela avait jamais été le cas. Au lieu de cela, c'était un autre type de réconfort, un réconfort inconditionnel. Elle l'enlaçait alors que le feu crépitait et que les anciens de la tribu racontaient des histoires de triomphe d'autrefois ou murmuraient à propos de monstres rôdant au-delà de l'ombre des montagnes. Bien qu'il se soit acclimaté à sa nouvelle vie extraterrestre, une partie de lui restait vigilante à la recherche d'indices, de motifs ou de problèmes. Sa queue fouettait paresseusement sa jambe de temps en temps, ajoutant une couche supplémentaire de confort. Elle ne disait rien, mais son silence exprimait une présence.
Et il avait appris à apprécier cela plus qu'il ne l'admettrait à voix haute. Des années de patrouille, de rapports, de reconnaissance et d'exercices de survie avaient formé l'habitude. Lors d'une chasse avec Auralia et 2 autres, il a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. La forêt était étrange non seulement parce que les animaux étaient plus silencieux, mais aussi à cause des arbres eux-mêmes. Il y avait des marques de brûlure sur l'écorce qui étaient trop nettes pour être causées par la foudre. Il s'est agenouillé près d'une zone de neige dégagée près de la rivière, a balayé une fine couche pour révéler une surface plate en dessous lisse et métallique, et a observé des traces qui n'étaient ni animales ni tribales. La neige elle-même avait des motifs qui ne semblaient pas naturels, avec des lignes trop droites et des segments perturbés en grilles irrégulières. Avec un froncement de sourcils, Orlaya s'approcha de lui. « Non, lui dit-il, c'est peut-être un équipement militaire artificiel, peut-être de surveillance. Quelque chose a été ici. » Plutôt que de le questionner, elle s'est agenouillée et a pressé sa main griffue contre le métal. Ses oreilles tressaillirent une fois et elle plissa les yeux. Il n'y avait ni odeur ni chaleur. Cela faisait un moment qu'il était là. En scrutant les environs, il se leva et déclara « Nous devons en trouver d'autres. Si quelqu'un nous observe, ce n'est pas l'une de vos clans rivaux. » Sans hésiter, elle rejoignit les autres pour s'étendre et fouiller la zone environnante. Peu après, ils découvrirent un autre dispositif partiellement enfoui sous une pile de vieux os liés ensemble comme une pierre d'avertissement. Malgré le déguisement ingénieux, Hank réussit à le dégager et découvrit qu'il s'agissait d'un nœud de caméra. Malgré l'absence de signal actif, il continuait à enregistrer. Ou inclina la tête vers lui, révélant ses yeux. Surveillance à distance en effet. Ce ne sont pas du tout des équipements primitifs. Quelqu'un sait comment dissimuler de l'équipement et ils ne viennent pas de cette région. Aucune tribu que j'ai rencontrée n'utilise une technologie comme celle-ci. Alors qui ? Il resta silencieux, son instinct mal à l'aise face à cette possibilité. Pourrait-il s'agir des pirates responsables de sa chute ? Non, il n'utiliserait pas une technologie de reconnaissance aussi négligente. Plus probablement, ce pourrait être des mercenaires, le genre d'individus capables de suivre un signal de balise, de trouver des survivants et de piller le site du crash pour leur propre profit. Il sentit son estomac se nouer en réalisant que l'attention s'était déplacée de lui-même vers la tribu. De retour au camp, ils présentèrent la manière laineuse au chef, qui les regarda avec mépris en tapotant ses griffes contre la coque métallique. Ce sont des yeux empoisonnés. Ils voient, mais ne parlent pas. Ils doivent être purifiés. Il ajouta. Nous avons des lames et du feu, et ils ont des armes arbitraires, des capsules de largage, des munitions à termites. Celui qui a mis ces choses ici n'est pas là pour faire du tourisme. Il rassemble des informations, planifie d'aussi quelque chose, ou peut-être attendent-ils simplement une faiblesse. Un guerrier grogna et frappa sa poitrine, exigeant qu'on le comprenne. Hank était furieux et se tourna vers le chef en disant « Tu parles de stratégie, tu sais de quel genre ils sont. J'ai déjà fait des missions de reconnaissance sur des flottes de pirates. Si ces mercenaires prévoient d'attaquer le camp, ils attendront un moment où ils pensent que tu es distrait ou vulnérable. Nous devons les devancer. » Le chef lui tourna le dos. J'ai exploré des dizaines de mondes pour détecter une activité militaire. J'ai vu ce genre de configuration. Ils sont rapides, silencieux et intelligents. Mais ils comptent sur l'intelligence. Si nous jouons avec ça en leur envoyant de faux signaux, en tendant des pièges, ils reculeront ou deviendront négligents. Elle le considéra pendant un long moment, puis se tourna vers Orlia. « Est-ce que tu lui fais confiance pour me protéger ?» Or répondit « Et pour me réchauffer. Alors nous agissons !» Hocha la tête le chef. Cela a valu un grondement d'approbation de la part des guerriers à proximité. Pendant les 2 jours suivants, Hank a aidé à diriger un effort de sabotage sans précédent. Ils se déplaçaient dans les bois comme des fantômes collectant les nœuds de caméras restants, redirigeant leur flux avec des séquences en boucle remplaçant leurs batteries pour les maintenir en marche mais ne montrant que des motifs trompeurs. Il avait une tâche de plus à accomplir avec Auralia à ses côtés et l'incroyable facilité de la tribu à s'adapter à ses stratégies. Ils ont fabriqué des informations en redirigeant des séquences pour montrer des gardes endormis, des patrouilles mal alignées et des défenses abaissées plutôt que de montrer la force près du centre du camp. Hank savait que cela provoquerait une attaque, mais c'était le but. Elle ne le laisserait pas partir seul, pas maintenant, alors elle l'a accompagné pendant qu'il récupérait ce qu'il pouvait des débris de son vaisseau. Ils arrivèrent sur le site sous le couvert de la nuit, guidés par le croissant de lune et le doux scintillement de la glace sur le métal brisé, dans l'espoir de trouver le balise d'urgence ou le relais de communication qui pourrait être leur seule chance de contact extérieur ou d'appât. Avec sa respiration haletante et ses doigts engourdis par les gants, Hank arracha le module de communication des débris fumants du dériveur qui était partiellement immergé dans un cratère. Pendant ce temps, Or montait la garde, sa queue battant et ses yeux se déplaçant entre les ombres. Ses muscles se tendirent et il suivit son regard alors qu'elle scrutait la crête. «
Un éclat rouge, pas de lumière de feu mais un viseur. Ils se sont penchés bas au même moment où le premier coup a sifflé dans l'air brûlant la neige à côté d'eux. Hank se précipita attrapant le relais sous un bras. Ougronia l'entoura de son corps et lança une lame de jet vers les arbres. Un cri suivit, puis il y eut le silence. « Ils savent que nous sommes en vie », dit Hank, la voix rauque. « Ils viendront maintenant », dit Or d'un ton sombre, « pour revendiquer ou pour tuer. » Il regarda le relais dans sa main, puis le guerrier féroce et poilu à ses côtés. Il se déplaçait rapidement, se faufilant de débris en débris, évitant les terrains découverts. D'autres coups de feu retentirent, mais aucun ne les atteignit. Au moment où ils atteignirent à nouveau la lisière des bois, il manquait d'options et respirait difficilement.